Bienvenue à tous dans ce webinaire qui va parler des nouveautés Inventor 2024. Donc, à mes côtés, Jean-François Simon et Pascal Urny. Au sommaire de ce webinaire, nous allons parler de nos services avec un petit rappel de ce que nous vous proposons pour vous accompagner avec les produits Autodesk. Nous parlerons rapidement de la communauté Inventor et les sources de ces mises à jour, finalement, de ces nouveautés, année après année. Les nouveautés également des mises à jour de la version 2023, puisque depuis la version de base 2023, bien sûr, il y a eu des service packs en quelque sorte qui sont sortis en cours d'année. Donc, on va lister ici les nouveautés contenues dans ces service packs. Et puis finalement, les nouveautés Inventor 2024. On terminera donc avec des questions-réponses. Nos services. Donc, pour rappel, nous sommes là pour vous accompagner pour des besoins divers, vous aider à les identifier et puis vous accompagner tout au long de vos utilisations, optimiser aussi vos processus. Donc, pour ça, par rapport à Inventor, donc par rapport à ce webinaire du jour, nous proposons des formations, notamment une formation Inventor Update qui va traiter des mises à jour, qui varie entre 1 à 2 jours selon le saut que vous faites. Si vous passez de la 2023 à la 2024 ou de la 2019 à la 2024, c'est clair que la quantité de mises à jour concernées n'est pas la même. Donc, la durée de la formation peut varier. Et puis, bien sûr, pour tous vos nouveaux collaborateurs, nous proposons toujours une formation de base Inventor sur 4 jours qui permet d'apprendre à utiliser le logiciel. Dans les autres services, nous faisons de l'installation et de la configuration. Avec ça, du conseil pour la configuration, histoire d'avoir des paramètres vraiment optimaux pour l'utilisation au quotidien de nos produits, du support technique, du consulting au travers d'audits et des processus d'amélioration, l'amélioration de vos processus plutôt, qu'on fait généralement dans vos locaux en étudiant votre façon de travailler avec différentes séances et voilà, amélioration globale au sein de vos bureaux techniques. Et puis également, nous faisons de la vente de stations de travail HP. La communauté Inventor, alors pour rappel, on le rappelle assez régulièrement, mais c'est quand même quelque chose de très important à nos yeux. Autodesk prennent vraiment en compte les demandes des utilisateurs. Et en cela, ils ont mis à disposition un forum qui s'appelle ID Station, qui concerne beaucoup de logiciels Autodesk. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt Inventor. Et au travers de ce forum, vous pouvez aller poster vos idées d'amélioration ou aller tout simplement voter pour des améliorations, des idées d'amélioration existantes. Plus une idée aura du succès, donc plus vous allez voter pour certaines propositions, plus rapidement elle sera mise en place. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour sur ces forums. Donc là, simplement sur un moteur de recherche, vous tapez Inventor IDs Forum et vous tombez directement sur l'ID Station d'Inventor. Les axes d'amélioration de ces dernières nouveautés, globalement, on va retrouver quelques nouveautés générales, que ce soit au niveau de l'interface ou du fonctionnement global d'Inventor, des améliorations au niveau des pièces et des esquisses, une nouveauté qui concerne la finition, qui est une nouvelle fonctionnalité en soi, les nouveautés concernant les assemblages, au niveau des annotations 3D également, les dessins, et puis les modules de tubes et tuyaux, et puis l'iLogic, dont on parlera moins ici. Mais voilà. Dans les grandes lignes, voici ce qui va être impacté par ces nouveautés. On commence le listing de ces nouveautés avec les updates 2023.1, .2 et .3. Donc, peut-être que c'est des nouveautés que vous connaissez déjà, puisque vous avez potentiellement déjà fait, si vous êtes en 2023, vous avez potentiellement déjà fait ces mises à jour au travers de l'application de bureau Autodesk. Donc, la première de ces mises à jour, elle se passe au niveau des esquisses. La possibilité, avec le bouton Shift ou majuscule, si vous préférez, d'inverser la contrainte d'horizontalité ou de verticalité.
Tout simplement, en gardant pressé le bouton Shift, ça permet de faire le switch de l'une à l'autre de ces contraintes. Dans l'outil d'édition directe, on a désormais la possibilité d'éditer des tolérances et de gérer des tolérances. Donc, pour les adeptes de cette fonctionnalité d'édition directe, n'hésitez pas, si vous avez l'habitude également de tolérancer dans le 3D, c'est désormais donc faisable dans la fonction d'édition directe. Au niveau des dessins, le Service Pack 2023.1 apporte une nouveauté qui permet de convertir une cote de diamètre en rayon ou de rayon en diamètre, ceci même si la cote a déjà été posée. Jusqu'à présent, ce qu'il fallait faire, c'était créer une cote et avant de la poser, choisir si c'était un rayon ou un diamètre. Si on s'était trompé, malheureusement, la seule solution était de la supprimer et de la recréer. Donc là, en étant créée après coup, donc, on arrive encore à la changer. Au niveau des annotations 3D, on a désormais la possibilité de remanier et de réordonner toutes les annotations dans le navigateur, ce qui peut être très intéressant si vous avez l'habitude de travailler avec ces annotations 3D pour mettre un petit peu d'ordre dans vos différentes annotations. La 2023.2 apporte une optimisation au niveau du copier-coller dans les esquisses. Quand vous sélectionnez une géométrie et que vous copiez-collez, donc au moment de coller, la géométrie va se poser au centre du curseur. Si vous sélectionnez plusieurs géométries que vous copiez, le collage va vous permettre de centrer directement ces géométries au niveau du curseur. Donc, il va prendre le centre des géométries sélectionnées. Nous retrouvons également la possibilité de faire une sélection par fenêtre avec la fonction projeter la géométrie. Donc, quand vous êtes dans une esquisse que vous avez de la matière, par exemple, à projeter, vous n'êtes plus obligé d'aller sélectionner arête par arête. Là, vous pouvez directement faire une fenêtre de sélection, ce qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps lors de vos projections. La fonction sélectionner autre, donc celle qui correspond au positionnement du curseur, vous attendez par défaut 2 secondes et là, vous avez la petite liste déroulante qui apparaît. Cette fonction sélectionner autre vous permet désormais d'afficher les esquisses des géométries correspondantes. Donc, si vous allez choisir l'arête numéro 1 ou l'arête numéro 2, ça ne sera pas forcément sur la même esquisse. Donc, désormais, il vous affiche l'esquisse concernée. Pour ceux qui utilisent la fonction d'exporter la face, qui permet d'exporter une face plane au format DXF, vous avez désormais la possibilité d'exporter plusieurs faces qui sont coplanaires. Alors la restriction ici, actuellement, il faut impérativement que ces faces soient sur le même plan, mais désormais, vous pouvez faire une sélection multiple et continuer de faire le clic droit, exporter la face comme, pour obtenir cette géométrie au format DXF. Une nouvelle fonctionnalité qui peut être assez intéressante au niveau des pièces, qui va permettre de purger tout ce qui n'est pas utilisé. Alors, par tout ce qui n'est pas utilisé ici, on parle principalement des esquisses que vous auriez dessinées et qui ne sont pas utilisées par une extrusion, une révolution ou autre. Il arrive à les détecter et il vous propose, grâce à cet outil, de les purger, donc tout simplement de les supprimer. C'est également le cas pour les fonctions de construction, que ce soit des points de construction, des axes ou des plans. Vous avez le choix de les supprimer ou non, de les purger ou non, en cliquant simplement sur ce bouton. Dans certaines fonctionnalités, comme typiquement les réseaux rectangulaires ou les réseaux circulaires, vous avez désormais la possibilité de choisir un des axes d'origine, X, Y ou Z, plutôt que d'aller le chercher au niveau du navigateur. Vous avez désormais accès à une liste déroulante qui vous les propose directement. Dans les représentations de vue, vous avez désormais la possibilité de faire un clic droit et puis de rendre tout le centre de contenu invisible ou de le masquer avec simplement ce clic droit, centre de contenu visible ou centre de contenu masqué, ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps.
C'est ce qu'on retrouvait à l'époque pour les niveaux de détail, pardon. Eh bien, ce que proposaient les niveaux de détail avant, puisqu'ils ont été remplacés récemment par les états du modèle, vous retrouvez cette possibilité néanmoins dans les représentations de vue. Les composants de type vis qui sont placés avec l'autodrop, quand vous allez chercher des composants depuis le centre de contenu, l'autodrop vous propose désormais de verrouiller la rotation directement, tout comme une des dernières nouveautés qui permet à la contrainte de logement de verrouiller la rotation. L'autodrop vous permet désormais de le faire. Donc, encore une fois, quand vous placez un composant depuis le centre de contenu de type vis, par exemple. Lors de l'import de fichiers tiers, typiquement un step, vous avez une case à cocher supplémentaire qui vous permet de créer automatiquement un sous-dossier. Le sous-dossier sera nommé comme le fichier qui est importé et il peut être créé automatiquement, moyennant que cette option soit cochée, ce qui peut vous faire gagner du temps et permettre d'améliorer la structure de vos fichiers importés. Concernant le lancer de rayon qui utilise le processeur graphique, ce processeur graphique et ce rendu via le processeur graphique gèrent désormais les décalques et les vues en coupe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, grâce à la version 2023.2, vous avez cette possibilité-là pour ceux qui font régulièrement du rendu avec cet outil et qui profitent de cette nouvelle capacité de rendu au travers de la carte graphique et non plus au travers du processeur de l'ordinateur. La 2023.3 amène tout un lot de nouvelles versions d'extensions qui sont gérées, notamment les dernières versions pour tout ce qui est l'import des fichiers natifs, Katia, Creo, SolidWorks, etc. Donc voilà, une mise à jour qui vous permet de travailler, de traiter directement avec des fichiers natifs qui ne viennent pas d'Inventor. Concernant les nouveautés Inventor 2024, on va d'abord faire le point sur les améliorations générales. Et puis, on va commencer par un bref rappel de l'historique de toutes les améliorations des performances réalisées au cours de ces dernières années par Autodesk. Donc, on voit que progressivement, beaucoup de secteurs et beaucoup d'environnements ont subi des améliorations de performance. Ce qui est plutôt réjouissant, c'est qu'on va se retrouver d'année en année avec des logiciels qui ne sont pas plus gourmands, et bien au contraire, justement, qui arrivent pour des mêmes ressources matérielles à mieux gérer certaines choses, certaines fonctionnalités, comme les assemblages, hein, les vues en coupe, typiquement, qui sont mieux gérées, les rotations de caméra, les rendus graphiques et diverses fonctionnalités comme les réseaux qui se calculent plus rapidement. Donc voilà, c'est vraiment un gain qui mis bout à bout, vont vous apporter vraiment une plus grande fluidité et voilà, une plus grande rapidité aussi dans le travail au quotidien. À noter que cette année, tout ce qui est interopérabilité, tout ce qui est graphique et les réseaux ont été optimisés. Les améliorations graphiques de cette année, justement, la prise en charge d'environnements IBL personnalisables. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit au niveau d'Inventor qui n'existait pas, puisque pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ces environnements, il a toujours été question d'environnements qui étaient en dur dans Inventor, donc on ne pouvait pas personnaliser, on pouvait les exploiter, mais on était malheureusement limité aux quelques environnements proposés par défaut. Eh bien, désormais, vous retrouvez alors sur Internet, vous pouvez également les créer vous-même, moyennant les bons outils. Vous pouvez créer vos propres environnements 3D avec leurs propres éclairages et puis désormais les utiliser comme les deux photos qu'on a ici, qui sont des environnements 3D qui ont été téléchargés sur Internet. Beaucoup de sites Internet les proposent gratuitement d'ailleurs, ces environnements, voilà, pour faire des mises en situation typiquement. Le lancer de rayon au travers de la carte graphique, au travers de la GPU, gère désormais le filetage dans cette version 2024, ce qui n'était pas le cas dans la version précédente.
Et Inventor Studio supporte des rendus allant jusqu'à 16 000 pixels par 16 000 pixels, ce qui est déjà pas mal. Ça permet de faire déjà des beaux posters si vous utilisez le rendu au travers d'Inventor Studio. Amélioration des vues en coupe. Dans cette version 2024, vous avez la possibilité de faire une vue en coupe, de la déplacer jusque-là, rien de nouveau. Mais vous pouvez désormais, en plus de ça, gérer la rotation de cette vue en coupe et l'affichage des éléments qui sont coupés, si vous voulez afficher l'intérieur des éléments ou pas, histoire d'économiser un peu de la ressource graphique selon la capacité de votre machine. Donc voilà, quelque chose de très intéressant et qui se fait, je dirais, de manière assez intuitive. Donc, ils ont gardé une poignée standard qui est standard maintenant depuis quelques années, donc très intuitive pour la rotation et le déplacement. Donc, une petite amélioration assez sympathique à ce niveau-là. Au niveau de l'amélioration en conception de pièces, on va retrouver les paramètres FX que probablement vous connaissez bien. Dans cet outil de paramètres, donc ce tableau des paramètres, vous avez désormais la possibilité d'exporter des paramètres personnalisés qui sont de type texte et booléen. Jusqu'à présent, seuls les paramètres personnalisés de type chiffre, de type nombre, pardon, étaient exportables. Donc là, on peut autant exporter du texte que des booléens, oui, non, par exemple. Toujours concernant ces booléens, Inventor nous laisse désormais la possibilité de choisir ce qu'on souhaite afficher dans ces valeurs booléennes. Encore une fois, booléenne, oui, non. Ça peut être aussi vrai, faux, ou alors 0 ou 1. Voilà, ça, c'est les possibilités qui vous sont désormais offertes au travers de ce paramètre fx. Et puis finalement, une nouvelle notion de dureté dans les unités que vous pouvez choisir. Quand vous définissez une unité de mesure pour un paramètre utilisateur, vous avez la possibilité de choisir entre des Rockwell, des Vickers, etc., qui vont définir donc une dureté. La fonction de marque, qui a fait son apparition il y a peu, a été optimisée et puis gère désormais la possibilité d'enrouler la géométrie sur la face. Donc ici, il s'agit d'un texte, pour l'exemple, qu'on va poser, qu'on va vraiment développer au niveau d'une face, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Et puis, l'autre possibilité, c'est de gérer plusieurs faces coplanaires. Donc, autant au niveau du marquage sur la surface, ce qu'on voit sur la gauche, que le marquage à travers la matière, ce qu'on voit sur la droite. Dans les deux cas, on va pouvoir gérer l'enchaînement de faces. Donc, c'est désormais quelque chose qui est très bien supporté avec cette fonctionnalité. Donc, c'est simplement une option supplémentaire de méthode, savoir si on va dans une direction unique ou si on enveloppe sur la face. Grosse nouveauté cette année, la fonction finition. J'ai brièvement abordé le sujet tout à l'heure. Cette fonction finition a beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est traitement des surfaces, typiquement. Donc, on va retrouver la possibilité de gérer simplement une apparence, mais également tout ce qui est matériaux de revêtement, le traitement thermique, les états de surface, des peintures également, qu'on va pouvoir gérer par face sur un composant. Et à cela, plusieurs intérêts. Donc, pour ça, une petite vidéo qui explique son fonctionnement. Donc ici, l'idée, c'est qu'on a un composant pour lequel on va utiliser cette fonction finition. Donc la fenêtre finition se présente comme cela, avec les différents types de finition et notamment ici le traitement thermique. Le traitement thermique va proposer plusieurs sous-catégories. Typiquement, nous allons choisir ici un recuit doux. Une apparence y est liée, ainsi qu'une description, éventuellement une dureté et une profondeur pour le traitement. Un commentaire est faisable également. Donc ici, on va simplement mettre que c'est la première phase et on applique. Dans un deuxième temps, on va réaliser une peinture. Donc une fois que notre composant aura été traité thermiquement, on va le peindre. Donc là aussi, différentes informations.
un commentaire qui est faisable. On sélectionne toutes les faces puisque c'est toute la pièce qui va être peinte. La couleur rouge n'est pas la bonne. On va plutôt choisir une couleur bleue dans ce cas-là. Donc, on choisit simplement le sous-type de peinture. Tout est personnalisable à ce niveau-là, au niveau des sous-types. Et on applique. Et puis, pour finir, on va définir un état de surface. Donc, on va simplement venir rectifier certaines faces qui doivent garantir l'étanchéité. Cette fois-ci, les faces auront une apparence acier poli. Et puis, on va pouvoir les choisir plutôt que de faire une fenêtre de sélection. Ici, c'est plus intéressant de venir les choisir et de ne sélectionner que les faces qui vont être concernées par cette rectification. Voilà. Et on voit que l'apparence acier poli, elle suit le commentaire, troisième phase aussi, pour pouvoir s'y retrouver. Ces finitions, on les retrouve ensuite au niveau du navigateur dans un dossier qui est dédié à cet effet-là. Et puis, la possibilité, bien sûr, de modifier ces fonctions après coup sans surprise. Ce paramètre finition se retrouve ensuite au niveau des propriétés. Donc, dans les paramètres de dessin, dans les paramètres du composant, on va pouvoir insérer différentes valeurs. Typiquement ici, un commentaire et la description. On ajoute manuellement que ça s'applique à toute la pièce, donc le recuit en l'occurrence. On affiche ensuite la deuxième phase qui a pour but de peindre la pièce. Là également, toute la pièce va être peinte. Et puis, dans un troisième temps, on vient ajouter une indication. Et là également, on va récupérer le paramètre de type finition de la pièce pour aller chercher le commentaire qui dit troisième phase et le type d'opération. Donc ici, on voit que nos faces vont être rectifiées avec un commentaire ici pour tout simplement visuellement que ça concerne les faces qui sont polies ou semi-polies selon le visuel. Alors ça, c'est l'outil de base. C'est comme ça qu'il va être, c'est comme ça qu'il a été prévu par Autodesk. Maintenant, je sais que nos amis horlogers aiment bien faire des plans de terminaison. Donc cet outil est tout à fait adapté à ce genre de choses. Moyennant une personnalisation de cette fonctionnalité, on pourrait tout à fait envisager d'avoir des couleurs par type d'opération, par type de terminaison, tout simplement, poli, satiné, Code de Genève et je ne sais quoi, pour pouvoir gérer la pièce brute et puis la pièce terminée au sein d'un même composant. Ceci à l'aide éventuellement des états du modèle qui permettent de gérer l'activation ou non de ces finitions. Donc, gros intérêt autant pour ceux qui gèrent une finition de manière standard, on va dire prévue par Autodesk, autant pour les horlogers qui veulent faire leur plan de terminaison en exploitant cette fonctionnalité. Donc, voilà, double intérêt à cette nouveauté. Concernant les assemblages, les nouveautés d'assemblage, on va retrouver l'orientation minimum. L'orientation minimum ne concerne que deux fonctions et il s'agit de simplification de géométrie. Quand vous faites des dérivés ou quand vous faites des simplifications avec les fonctions du même nom, vous allez pouvoir, à un moment donné, lors de votre processus de simplification, justement, transformer ou décider de transformer vos volumes, vos composants, en simple volume, en simple boîte. Et puis, on le voit ici par défaut, la zone de délimitation brute, c'était la seule option que vous aviez jusqu'à présent, à savoir une boîte non orientée qui prend simplement l'encombrement du composant. Et puis, vous avez le choix, simplement avec une case à cocher, de choisir l'option orientation minimum. Ce qui fait que la boîte, en l'occurrence, va être orientée pour occuper le moins d'espace possible. Dans le petit exemple qu'on a là, on voit une différence au niveau du volume final, ce qui permet d'avoir un encombrement un peu plus précis, tout simplement. Toujours concernant les assemblages, le réseau circulaire a été optimisé. Donc, désormais, on a la possibilité de choisir un encombrement total pour ce réseau circulaire, chose qui n'était possible que pour des réseaux circulaires au niveau des pièces, donc des réseaux de fonctions. Donc, le réseau de composants dans les assemblages gère désormais cet encombrement total. Au lieu de lui dire ce qu'on était obligé de faire jusqu'à présent, voilà, je veux 4 occurrences, chaque occurrence doit être séparée de X degrés. Là, on peut lui dire, place-moi 5 occurrences sur 180 degrés, puis il fait le calcul tout seul pour les placer à angle égal. Concernant les dessins,
Les nouveautés dans les dessins, on va retrouver la possibilité d'afficher dans les zones de texte le nom de la feuille. Si vous gérez des feuilles, des dessins avec de multiples feuilles et que ces feuilles sont nommées, ont un nom parlant, par exemple une feuille pour les vues de détail, une feuille pour la liste de pièces et puis une feuille pour l'éclaté. C'est des informations qu'on peut récupérer automatiquement au travers d'une zone de texte. Donc, ça peut être assez intéressant pour identifier la feuille au premier coup d'œil avec simplement cette indication. Au niveau de la personnalisation des styles, vous avez désormais la possibilité de personnaliser les styles d'esquisse, de dessin. Donc, les esquisses au niveau du 3D, donc pour les pièces, sont déjà personnalisables, hein. Typiquement, le fait de définir que tout ce qui est géométrie sous contrainte va être d'une couleur, les géométries entièrement contraintes vont être d'une autre couleur. Ça, c'était faisable donc déjà au niveau des 3D, mais c'est désormais possible dans les esquisses de dessin, ce qui était attendu par certains d'entre vous. Donc, c'est plutôt assez encourageant de voir qu'ils tiennent compte de ça et qu'ils le mettent assez rapidement d'ailleurs en place. Nouveauté concernant les nuages de révision. Donc ici, on va créer un nuage de révision et avant ça, on va simplement ajouter une révision à la table de révision. Donc on ajoute une ligne, on définit un changement, une personne qui a fait ce changement. Et puis, ce nouvel outil de nuage de révision permet d'identifier une zone assez facilement. Donc, on va simplement, en enchaînant des clics, on va définir un nuage. On va pouvoir lui attribuer un libellé pour pouvoir identifier cette révision, cette modification plutôt. Et puis, ce nuage peut être modifié par la suite. On peut typiquement ici ajouter un sommet, histoire de pouvoir remanier notre nuage de manière un peu plus précise, par exemple. Donc, on voit qu'il s'adapte au niveau de sa géométrie. Donc voilà, l'outil nuage de révision, assez pratique quand vous êtes habitué à faire des révisions comme ça. Ça évite de se tromper. Là, on peut vraiment identifier très précisément les zones qui ont subi ces modifications, si c'est souhaitable pour vous. Autre nouveauté concernant les dessins, selon la norme ISO 13715, on a la possibilité d'afficher désormais les symboles d'arête. Donc, pour tout ce qui est arête non définie, en gros, cette norme permet une marge de manœuvre sur l'état des arêtes, à savoir qu'on on va autoriser une arête vive ou peut-être légèrement arrondie ou chanfreinée selon les tolérances qu'on va rentrer. Donc voilà, pour se plier à la norme, Autodesk ont rajouté ce nouveau symbole d'esquisse sous la forme d'un symbole d'arête. Donc désormais en natif, puisque je sais que certains d'entre vous réalisaient ces symboles de manière personnalisée. Donc là, c'est désormais en natif, donc bien sûr optimisé aussi pour les remplir beaucoup plus facilement. Voilà, donc c'est tout pour les nouveautés de cette version 2024 et des updates de la version 2023. Donc, si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, on est à disposition. Donc, on attend vos questions, vos éventuelles demandes, bien sûr. Et puis, merci encore. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et puis à bientôt.